7 milliards de dollars. C'est la somme qui a disparu de comptes israéliens en une seule matinée. Pas à Tel Aviv, pas à New York, pas à Londres, mais à Dubaï, la ville qui était censée représenter l'avenir de la paix au Moyen-Orient. Et cela s'est produit si discrètement, si chirurgicalement, que la majeure partie du monde n'a même pas remarqué que c'était arrivé. Aucun missile n'a été tiré, aucun soldat n'a franchi de frontière, aucune déclaration de guerre n'a été publiée. Il y a seulement eu une circulaire bancaire envoyée avant 9 heures un lundi matin. Et 5 années de normalisation soigneusement construites ont commencé à se défaire par les coutures. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de diplomatie. C'est une histoire de guerre financière et elle est déjà en cours. Laissez-moi vous brosser le portrait des premières heures de ce type de guerre parce que cela ne ressemble à rien de ce qu'Hollywood vous a préparé à imaginer. Il n'y a pas d'explosion, pas de bulletin d'urgence, pas de responsable en uniforme devant des pupitres. À la place, un responsable de la conformité dans l'une des plus grandes banques des Émirats arabes unis ouvre une circulaire chiffrée de la Banque centrale à 8h57 le matin et lit les mots « Gel immédiat ». En quelques minutes, ce message est transmis simultanément à 16 institutions financières. Les comptes sont verrouillés, les transferts de paiement sont suspendus en pleine exécution et les lignes de crédit sont gelées. Les avoirs immobiliers enregistrés par l'intermédiaire de véhicules financiers deviennent intouchables. Les titres ne peuvent pas être vendus. Les paiements contractuels ne peuvent être ni envoyés ni reçus. En l'espace d'environ 40 minutes, 7 milliards de dollars d'actifs liés à Israël passent d'un état pleinement fonctionnel à une paralysie complète. Et les entités touchées ne l'apprennent qu'au moment où elles tentent de déplacer de l'argent et découvrent qu'elles ne le peuvent pas. C'est ainsi que commence la guerre financière moderne. Pas par une explosion, mais par un message d'erreur système sur l'écran d'un virement bancaire. Les entités touchées ne sont pas choisies au hasard. Elles sont concentrées avec une précision chirurgicale dans 3 secteurs: la technologie de défense, la cybersécurité et le développement d'infrastructures critiques. Ce sont précisément les domaines où la puissance commerciale israélienne est la plus forte, les industries qui forment l'épine dorsale de la relation économique bâtie depuis 2020. Celui qui a conçu ce gel savait exactement ce qu'il ciblait. Il ne s'agissait pas de punir le tourisme israélien ou les exportations agricoles. Il s'agissait de couper les artères qui transportaient le sang économique le plus sensible sur le plan stratégique. Un tel niveau de précision ne vient pas d'un processus d'examen bureaucratique. Il découle de la collecte de renseignements, d'une planification soutenue et d'une décision délibérée prise au plus haut niveau du gouvernement émirati pour envoyer un message impossible à mal interpréter. Et maintenant, regardez le calendrier, parce que le calendrier est au cœur de cette histoire. 2 semaines avant le gel, le 1er avril, le ministre émirati des Affaires étrangères, Sheikh Abdullah bin Zayed, s'est rendu discrètement à Mascate, à Oman, et s'est entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. La rencontre n'avait pas été annoncée à l'avance. Elle n'est apparue dans les déclarations officielles qu'après sa conclusion. Les sujets discutés, selon des sources diplomatiques citées par la version arabe d'Al Jazeera, comprenaient la désescalade régionale, l'accès humanitaire à Gaza et quelque chose décrit avec une précision remarquable comme des mécanismes de transparence financière dans les zones de conflit. 4 jours après cette rencontre, les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils accueilleraient un sommet économique d'urgence de la Ligue arabe, consacré à ce que le langage officiel appelait la protection de la souveraineté financière arabe, à une époque où les sanctions sont utilisées comme des armes. Ce sommet doit se tenir plus tard ce mois-ci à Abu Dhabi. L'Iran, qui n'est pas membre de la Ligue arabe, a été invité comme observateur. Israël ne l'a pas été. Puis, le 14 avril, 9 jours plus tard, le gel des actifs est tombé. Faites le lien vous-même. Une rencontre secrète avec l'Iran le 1er avril, l'annonce d'un sommet le 5 avril, 7 milliards de dollars gelés le 14 avril. Ce n'est pas une politique étrangère réactive. C'est une stratégie orchestrée qui se déploie sur une période de 3 semaines. Pour comprendre pourquoi cela compte autant, il faut comprendre ce qui a réellement été construit entre 2020 et 2026,
Parce que la plupart des reportages sur les accords d'Abraham les ont traités comme une réussite diplomatique, alors qu'ils étaient en réalité une architecture économique. Lorsque les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël, en septembre 2020, le commerce bilatéral entre les deux pays était pratiquement nul. En 2025, ce chiffre avait atteint 12,3 milliards de dollars par année, faisant des Émirats arabes unis le 4e partenaire commercial d'Israël dans le monde, derrière seulement les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. En 5 ans, les Émirats arabes unis sont passés d'une relation économique inexistante avec Israël à un rôle plus important pour l'économie israélienne que l'Allemagne, le Japon ou l'Inde. C'est pas une note de bas de page diplomatique, c'est une transformation structurelle. Le mécanisme qui a rendu cela possible était le Dubai International Financial Center, le Centre financier international de Dubaï, aussi appelé DIFC. Il fonctionne selon son propre cadre juridique, inspiré de la common law anglaise, et constitue l'un des pôles financiers les plus sophistiqués de toute la région. Entre 2020 et 2023, ce centre financier a accordé des licences d'exploitation à 92 entreprises israéliennes de services financiers. Des entreprises technologiques israéliennes ont ouvert des sièges régionaux à Dubaï. Des fonds souverains émiratis ont investi directement dans des startups israéliennes de cybersécurité et de défense. Les Émirats arabes unis ne se sont pas contentés de normaliser politiquement avec Israël. Ils sont devenus la porte d'entrée financière par laquelle Israël accédait à tout l'écosystème du capital du Golfe. Les banques émiraties sont devenues des chambres de compensation pour les transactions israéliennes dans l'ensemble de la région. Quand des entreprises israéliennes voulaient accéder au capital saoudien, aux investissements qataris, aux partenariats bahreïnis, le chemin passait par Dubaï. Les Émirats arabes unis ont monétisé leur rôle de pont et pendant 5 ans, ce pont a transporté un trafic extraordinaire dans les deux sens. Au début de 2026, 417 entreprises israéliennes opéraient aux Émirats arabes unis, soit par des filiales directes, soit par des co-entreprises. Le pays avait signé 68 accords de coopération bilatérale avec Israël, couvrant des domaines allant de la technologie de l'eau à l'exploration spatiale. La compagnie El Al exploitait des vols directs vers Abu Dhabi. Des restaurants cachés ouvraient dans la marina de Dubaï. Des programmes de recherche conjoints entre des universités israéliennes et émiraties produisaient des travaux universitaires publiés. Ce n'était pas la normalisation comme concept politique. C'était la normalisation comme réalité vivante, respirante, économiquement intégrée, autour de laquelle des milliers d'entreprises et des dizaines de milliers de personnes avaient bâti leur vie opérationnelle. Et maintenant, en un seul lundi matin, le fondement financier de tout cela était placé sous ordre de gel, sans préavis, sans période de grâce et sans mécanisme d'appel déclaré. La justification officielle avancée par le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis est soigneusement construite. Elle n'accuse pas directement Israël de crimes de guerre. Elle présente plutôt le gel comme une obligation de conformité, en citant des éléments indiquant que certaines entités israéliennes auraient utilisé les canaux financiers émiratis pour contourner des dispositions internationales d'embargo sur les armes. En présentant cela comme une mesure de réglementation bancaire, plutôt que comme une déclaration géopolitique, les Émirats arabes unis se protègent contre un contre-coup diplomatique direct, tout en obtenant le même effet stratégique. C'est juridiquement sophistiqué, d'une façon qui suggère une préparation importante. On ne construit pas ce type de justification du jour au lendemain. On le bâtit sur des semaines ou des mois, en travaillant soigneusement dans l'architecture juridique avant d'exécuter. Le fait que la circulaire n'ait prévu aucune période de grâce et aucun mécanisme d'appel renforce l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un coup de semonce. C'était un avis de résiliation. Ce qui rend le portrait général si frappant, c'est pas seulement ce que les Émirats arabes unis ont fait, mais ce que l'Arabie saoudite n'a pas fait en réponse. Dans les 72 heures qui ont suivi l'annonce du gel, le Royaume d'Arabie saoudite n'a publié aucune déclaration. Pas du ministère des Affaires étrangères, pas de l'agence de presse saoudienne, pas d'un quelconque compte officiel du gouvernement. Dans la géopolitique du Moyen-Orient, un silence de cette ampleur n'est pas passif. Il communique quelque chose. L'Arabie saoudite négocie depuis 10 à 8 mois son propre accord de normalisation avec Israël. Des discussions impliquant à la fois le secrétaire d'État américain et
le Premier ministre israélien portait sur un cadre qui échangerait la reconnaissance saoudienne d'Israël contre un traité de défense avec les États-Unis, des transferts de technologies nucléaires civiles et des milliards de dollars d'investissements conjoints dans le dessalement, l'intelligence artificielle et les infrastructures énergétiques. Si les actions des Émirats arabes unis menaçaient ce cadre, Riyad aurait immédiatement signalé son mécontentement. Les Saoudiens ont agi contre la posture régionale du Qatar en 24 heures, en 2010 à 7. Ils ont condamné publiquement l'intervention militaire turque en Libye en 12 heures, en 2020, mais face à une action qui pourrait théoriquement faire s'effondrer toute l'architecture de normalisation qu'ils construisent depuis 10 à 8 mois, ils n'ont rien dit depuis 3 jours. L'explication la plus charitable est que Riyad avait été informé à l'avance et a choisi de ne pas s'y opposer. L'explication moins charitable est que les Saoudiens n'avaient pas été informés, ont reconnu le piège et ont compris que défendre publiquement les intérêts israéliens dans l'environnement politique actuel serait catastrophique sur le plan intérieur. Dans les deux cas, la conclusion est la même. La normalisation saoudienne avec Israël est dans une situation beaucoup plus difficile que ne l'ont reconnu les déclarations officielles. Pour comprendre la logique stratégique plus profonde à l'œuvre ici, il faut prendre du recul par rapport aux événements immédiats et regarder le basculement structurel qui redessine le Golfe depuis plusieurs années. Les accords d'Abraham ont été conçus et signés dans un contexte géopolitique précis, défini par 3 hypothèses centrales. La puissance américaine dans la région était durable et fiable. Israël représentait la partie militairement dominante et stratégiquement ascendante dans toute confrontation avec l'Iran. Et l'Iran était assez isolé pour être géré plutôt qu'accommodé. En 2026, ces 3 hypothèses ont été remises en question d'une manière que leurs architectes n'avaient pas anticipée. L'engagement stratégique américain envers le Golfe est devenu inconstant d'une administration à l'autre, chaque transition produisant une nouvelle incertitude sur les termes des garanties de sécurité américaines. L'Iran a démontré des capacités de missiles hypersoniques, maintenu d'importants réseaux de mandataires au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, et atteint ce que des analystes décrivent comme une capacité de percée nucléaire dans un délai techniquement court. Et Israël, après des années d'opérations militaires soutenues, fait face à des tensions économiques. La croissance du produit intérieur brut a considérablement ralenti et la pression institutionnelle internationale s'accumule à un rythme qui complique les calculs émiratis sur le coût réputationnel d'une association étroite continue. Pendant ce temps, la relation commerciale des Émirats arabes unis avec la Chine a atteint 240 milliards de dollars en 2025, soit plus de 3 fois son volume commercial avec les États-Unis. La Chine est maintenant le plus grand partenaire commercial de chaque État du Golfe pris individuellement. Le centre de gravité économique de la région se déplace vers l'Est depuis une décennie et le rythme s'est accéléré. Dans ce contexte, une direction émiratie qui pèse honnêtement le calcul stratégique doit se poser une question simple. Qu'est-ce que l'intégration profonde et continue avec Israël offre réellement par rapport au coût qu'elle impose, sous forme de complications avec l'Iran, de friction avec l'opinion publique arabe et d'association avec un conflit qui génère une pression institutionnelle internationale importante? La réponse à cette question a changé, et le gel des actifs est le moment où ce changement de réponse est devenu visible sur le plan opérationnel. Le parallèle historique qui mérite d'être examiné ici n'est pas récent. Il remonte à la Grèce antique, à la période suivant la guerre du Péloponnèse, quand Athènes et Sparte se sont épuisés pendant 27 années de conflit brutal. Athènes a été dévastée, Sparte est sortie techniquement victorieuse, mais économiquement vidée et militairement épuisée. Et la puissance qui a fini par dominer le monde grec n'était ni l'une ni l'autre. C'était la Macédoine, un royaume au nord qui était resté largement neutre, avait préservé ses ressources et avait attendu avec patience stratégique que les 2 puissances dominantes finissent de se détruire. Philippe de Macédoine contrôlait la Grèce en 338 avant Jésus-Christ. Son fils Alexandre contrôlait la Perse en 330 avant Jésus-Christ. La leçon n'est pas que la neutralité est toujours vertueuse. La leçon, c'est que
dans un conflit entre deux adversaires qui s'épuisent, l'entité qui refuse d'être consumée par la logique binaire de ce conflit, qui maintient des relations de plusieurs côtés et qui se positionne comme indispensable à ce qui viendra après, finit souvent dans la position la plus forte lorsque la poussière retombe. Les Émirats arabes unis font actuellement une version de ce calcul. L'Iran et Israël saignent tous les deux. Les deux dépensent à un rythme insoutenable. Les deux sont enfermés dans une dynamique d'escalade dont aucun ne peut facilement sortir. Et les États du Golfe qui réussissent à se positionner comme économiquement indispensables, diplomatiquement utiles et stratégiquement neutres, pourraient découvrir que l'ordre d'après-conflit récompense leur patience d'une manière qu'un alignement rigide n'aurait jamais pu faire. La question que les investisseurs et les dirigeants d'entreprises devraient se poser maintenant n'est pas de savoir si les Émirats arabes unis vont revenir sur cette décision. La question la plus importante est de savoir s'il s'agit du premier mouvement d'une séquence. Le Koweït a déjà commencé à revoir ses liens financiers avec des entités israéliennes selon des informations du journal Al-Qabas. Bahreïn, qui a normalisé ses relations en même temps que les Émirats arabes unis en 2020, a discrètement suspendu les approbations de nouvelles licences d'affaires israéliennes en attendant ce que son ministère du Commerce décrit comme un examen stratégique complet. Le Maroc, qui a normalisé ses relations à la fin de 2020, subit une pression intérieure soutenue pour revoir les termes de son accord. Ce ne sont pas des actions coordonnées au sens formel, mais elles partagent une logique sous-jacente commune. Le coût politique du maintien de la normalisation pendant un conflit actif à lourde perte humaine à Gaza a augmenté au point où les bénéfices économiques de la relation ne suffisent plus à justifier ce coût. Chaque pays arrive à ce calcul indépendamment, ce qui rend le modèle plus significatif et non moins, parce que cela suggère un changement structurel du sentiment régional, plutôt qu'une campagne politique coordonnée qui pourrait être traitée par une pression diplomatique sur un seul acteur. À partir d'ici, il y a 3 trajectoires plausibles. Dans la première, le gel devient une politique permanente, et d'autres États du Golfe suivent le modèle des Émirats arabes unis. Les opérations commerciales israéliennes dans la région se contractent fortement au cours des 10 à 8 mois suivants. Le commerce bilatéral chute de façon spectaculaire, les accords d'Abraham restent formellement intacts, avec des ambassades ouvertes et des compagnies aériennes en activité, mais l'intégration économique qui devait en être le fondement pratique se dissout. La normalisation saoudienne est reportée indéfiniment. Dans la deuxième trajectoire, les responsables israéliens et émiratis négocient un compromis en coulisses. Israël fait des concessions sur l'accès humanitaire. Les Émirats arabes unis dégèlent la plupart des actifs tout en maintenant des restrictions ciblées sur certaines entités liées à la défense. Les deux parties revendiquent une résolution, mais la relation se poursuit selon des modalités fondamentalement modifiées. Les entreprises israéliennes font face à une surveillance considérablement renforcée et les coentreprises nécessitent désormais une approbation gouvernementale explicite. Dans la troisième trajectoire, les Émirats arabes unis vont plus loin et plus vite que le seul gel ne le suggère. Ils approfondissent activement leur engagement économique avec l'Iran, se positionnent comme courtiers, neutres entre des axes régionaux concurrents, et redéfinissent entièrement la logique de la politique étrangère du Golfe. Dans ce scénario, la normalisation ne s'effondre pas de manière spectaculaire. Elle devient simplement non pertinente, progressivement remplacée par un cadre différent dans lequel l'alignement avec Israël n'est ni une priorité ni un atout. Le signal qui indique le plus clairement laquelle de ces voies est la plus probable est celui qui est resté silencieux tout au long de cette séquence. Le silence continu de l'Arabie saoudite n'est pas une observation neutre. C'est l'espace stratégique nécessaire pour aller dans la même direction sans avoir à expliquer le revirement. Si Riyad était engagé envers la normalisation dans sa forme actuelle, l'action des Émirats arabes unis aurait provoqué une réponse publique en quelques heures. Le fait que ce ne soit pas le cas suggère que les calculs saoudiens sur la valeur de cet alignement ont changé plus profondément que ne l'indique la posture officielle de négociation. Et si l'Arabie saoudite choisit finalement la voie de la neutralité pragmatique plutôt que celle de l'alignement idéologique, tout le cadre géopolitique de la région entre dans une phase de reconfiguration dont les points d'arrivée sont véritablement difficiles à prévoir.
Et ce qui s'est passé à Abu Dhabi n'est pas une note de bas de page du conflit à Gaza. C'est un signal indiquant que les hypothèses sous-jacentes à 5 années d'intégration économique entre le Golfe et Israël ont été réévaluées au plus haut niveau et jugées insuffisantes. Le monde dans lequel les accords d'Abraham avaient un sens stratégique était un monde de domination américaine durable, de menaces iraniennes gérables et d'invincibilité militaire israélienne. Aucune de ces conditions ne tient aujourd'hui de la même manière qu'en 2020. Et lorsque les fondations d'une architecture stratégique changent, l'architecture finit elle aussi par changer. Le gel des actifs n'est pas la fin de ce basculement, c'est la première confirmation visible que ce basculement est déjà en cours.